Bien, donc on va repasser la parole à Patrick Mismetti, cette fois-ci sur la maladie thromboembolique veineuse et pilule, checklist de la première prescription de pilule, événement thromboembolique veineuse sous pilule et recommandations. Pour ne pas faire de confusion, là on va parler de patientes qui n'ont pas encore thrombosé, quand on va parler de mise sous contraception. Donc la première partie, c'est quelle checklist et quel examen éventuel on doit faire avant une première prescription de pilule. L'HAS avait écrit quelque chose en 2015, examen clinique, examen gynécologique, cholestérol, diabète. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'était surtout sur cette thématique-là que vous m'avez interrogé, c'est faut-il faire un bilan d'hémostase et ce qu'on appelle un bilan de thrombophilie avec une recherche d'antithrombine, protéine C, protéine S, mutation du facteur 5 de type Leiden, mutation du facteur 2 de type 20210A. Et l'HAS écrivait non systématique, mais à discuter avec un avis spécialisé. Merci. Et puis surtout, il y a une phrase qui était très surprenante, si antécédent personnel de thrombose. On oublie tout de suite, une femme qui a thrombosé, lui mettre un éthiny-estradiol, c'est presque une faute médicale. Sauf si elle est sous anticoagulant et qu'elle vient de faire une thrombose active, comme vient de vous en parler Isabelle. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est quand on met une contraception œstroprogestative, on multiplie le risque de thrombose de façon assez importante et c'est âge dépendant. Chez des femmes, bien sûr, en âge de procréer, mais voyez que jusqu'à 50 ans, on finit par doubler le risque par rapport à des femmes de moins de 30 ans. Donc la pilule, ça fait thromboser, sauf que la population, les incidences sont relativement faibles et qu'on est autour de 1 pour 10 000. Donc on fait thromboser 6 fois plus, mais 6 fois 1 sur 10 000. Donc il ne faut pas non plus que ça prenne des proportions dramatiques. La deuxième chose, c'est que en fonction du type du pilule, il n'y a pas que l'âge qui intervient, le type du pilule intervient et ça a été un grand débat, vous avez dû en entendre parler avec Diane 35, et en gros les pilules de troisième génération qu'on avait mis sur le marché en pensant diminuer les effets indésirables des contraceptifs œstroprogestatifs se sont avérés très délétères sur le plan de la thrombose, avec 2 fois plus de thrombose, et puis Diane 35 fait partie de molécules un peu inclassables, faisait partie de ces pilules à très haut risque de thrombose. Ça, c'était la première partie du contexte qui a ému beaucoup les folles. La deuxième partie du contexte, c'est que en dehors de la pilule, il y a une thrombophilie, des anomalies biologiques de l'hémostase qui peuvent exposer à un surrisque de thrombose. Et vous voyez que quand vous n'avez pas d'anomalie, sous contraception œstroprogestative, 0,2% des femmes vont thromboser. Si vous avez une anomalie de l'hémostase parmi celles que je vous ai citées, 0,5%. Et si vous avez des anomalies combinées, plus d'une, 0,86%. Donc, suivant le type de pilule, vous thrombosez plus, et suivant le type de patiente à laquelle vous la prescrivez, vous pouvez avoir des thromboses beaucoup plus élevées en fonction de leurs anomalies biologiques. C'est de ça qui sous-tendait le fait qu'on discute le bilan biologique de thrombose avant la mise sous contraception. Ces données-là, elles sont toutes issues de familles où il y a des thromboses. Et quand vous prenez ces résultats-là, on est allé probablement un petit peu trop vite. C'est que quand vous regardez les intervalles de confiance et que vous les mettez sous forme de graphique, entre quelqu'un qui n'a pas d'anomalie et quelqu'un qui a des anomalies combinées, les intervalles de confiance se chevauchent complètement. Et on n'est pas encore certain qu'il y a un surrisque avec ça. Il y a encore beaucoup de travail, on n'a pas assez de données. La deuxième chose, c'est quand vous prenez des femmes qu'on va mettre sous pilule, alors que dans la famille, il n'y a pas de thrombose, elles ont un très faible risque par rapport aux chiffres que je venais de vous donner. Donc là-dedans, l'idée, c'est que les antécédents familiaux sont probablement prépondérants par rapport au test d'hémostase. En tous les cas, aujourd'hui, avec nos connaissances limitées, avec des intervalles de confiance très très larges. Et pour revenir à ces antécédents familiaux, on peut aussi les typer. Antécédents familiaux sans précision, antécédents familiaux jeunes, c'est-à-dire que dans la famille, on trouve une femme qui a thrombosé avant 45 ans ou un homme qui a thrombosé avant 45 ans, où vous pouvez utiliser des scores d'antécédents familiaux. C'est en gros, on vous compte le nombre de patients dans la famille qui ont thrombosé. Et plus il y aura de patients dans la famille qui ont thrombosé, plus vous pourrez penser que c'est à risque de thrombose pour votre patiente.
Eh bien, quand vous utilisez des thrombophilies, quand vous classez là-dedans les thrombophilies modérées, les thrombophilies sévères, modérées, c'est le 5-Leiden hétérozygote, c'est le 2 hétérozygote, et les sévères, c'est toutes les autres antithrombines, protéine C, protéine S, ou les anomalies combinées. Eh bien, que vous vous intéressiez au caractère antécédent familial, ou antécédent familial jeune, ou plusieurs antécédents familiaux, ça vous augmente pas la probabilité de trouver une anomalie de l'hémostase. Donc, en conclusion, les antécédents familiaux ne vous permettent pas de définir des patientes à risque de trouver une anomalie. Par contre, les antécédents familiaux à eux seuls vous disent « Attention, si je mets cette patiente sous pilule, elle est à haut risque de thrombose. » Et bémol. Quelle que soit l'anomalie de l'hémostase que vous allez trouver. Alors, quand on s'intéresse à ce bilan de thrombophilie et qu'on fait des analyses multivariées, est-ce qu'il est important ? Vous voyez que le risque de thrombosée sous pilule, il est drivé, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, par 4 phénomènes. L'obésité, mais obésité morbide, vous voyez, on est à 35 km² quand même. Le tabac actif, alors qu'on l'avait dit très vrai pour le risque cardiovasculaire artériel, vous voyez que pour la phlébite et l'embolie pulmonaire, on le sort. Les thrombophilies sévères, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, et le groupe non haut. Mais là-dedans, le 5-Leiden et le 2 hétérozygote qu'on trouve la plupart du temps ne sont pas significatifs dans cette étude. Alors, on s'est dit, faut aller chercher d'autres anomalies de l'hémostase. Et vous savez qu'aujourd'hui, on fait des séquençages de l'ADN et que nos amis généticiens et hémostasiens nous trouvent plein d'anomalies. Vous avez une étude de ce type-là où ils ont testé 9 polymorphismes. Et ça n'a pas fini, parce qu'aujourd'hui, un séquençage ADN de tous les gènes impliqués dans la thrombose, c'est 15 €. Avant, c'était 1 000 €. Ça les limitait un petit peu dans leur recherche. Maintenant, à 15 €, vous imaginez que des gènes, on va vous en sortir. Et avant qu'on les ait validés, peut-être un petit peu de bémol. En tous les cas, ici, David Trégout et Pierre Morange et toute l'équipe nous sortent une polymorphisme sur le facteur 11 de la coagulation qui augmente le risque de faire une thrombose sous pilule de 1,6. Si vous regardez ce que vous donne l'obésité associée à ce facteur 11, vous augmentez non plus de 1,6, mais de 6. Je vais être un peu provocateur. Si vous faites obésité plus groupe sanguin non haut, vous augmentez aussi par 6. C'est un peu moins compliqué que d'aller me chercher un polymorphisme sur le facteur 11. Mais là où les généticiens et les hémostasiens sont enquiquinés, c'est quand vous mettez au milieu, vous augmentez le risque par 13. Et ils vous disent, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais je vous rappelle, première chose, c'est 13 fois 1 sur 10 000. Donc ce n'est pas si important que ça. Et puis surtout, quand vous mettez encore une fois les intervalles de confiance les uns au-dessus des autres, quand vous mettez facteur 11 plus groupe sanguin non haut plus l'obésité, l'intervalle de confiance chevauche totalement celui du groupe non haut et de l'obésité. Donc on n'a pas encore la précision et pour être sûr que ce facteur 11 nous amène quelque chose. Et finalement, pour conclure, on est passé trop vite d'une activité de recherche clinique à une mise en pratique sans savoir ce qu'on faisait. Et ces bilans de thrombophilie, aujourd'hui, nous gênent un petit peu. Et il y a une évolution consensuelle de toutes les guidelines pour aller vers pas de bilan de thrombophilie systématique avant la mise sous pilule. Et c'est non parce que l'évidence-based médecine est faible, parce que la biologie est en perpétuel mouvement et que les anomalies qu'on nous décrit aujourd'hui, ce n'est pas celles qu'on va nous décrire demain et qu'il va falloir qu'ils travaillent un petit peu plus. C'est non parce que le fait d'avoir un antécédent de thrombose au premier degré, frères ou sœurs, parents ou les enfants, suffit à vous contre-indiquer la mise sous pilule œstroprogestative. C'est non parce que la probabilité de trouver une thrombophilie sévère est thrombophilie sévère est très faible quand il n'y a pas de famille très informative avec plusieurs membres dans la famille. Il faut s'abstenir et puis bien sûr médico-économiquement c'est injustifiable. Je vais parler maintenant des phlébites sous pilule, phlébite embolie pulmonaire sous pilule. Je vais aller relativement vite parce que je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. En 2016, les recommandations de la CCP qui faisaient figure de notre Bible mettaient les contraceptions progestatives et le traitement hormonal substitutif de la ménopause dans les facteurs transitoires mineurs. Vous vous rappelez ma discussion de tout à l'heure, je vais y revenir. En 2018, les recommandations françaises vous mettent la contraception œstroprogestative et le THS dans les facteurs déclenchants majeurs. Pourquoi ? On revient à ce que je vous avais montré tout à l'heure. En termes de durée de traitement, provoqué par un facteur majeur ou provoqué par un facteur mineur, ça n'a pas du tout le même impact en termes de récidive, on ne va pas les traiter avec la même durée.
Et suivant si vous êtes nord-américain, vous les mettez en provoqué mineur, vous êtes en Europe, provoqué majeur. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est cette étude, qui est une étude nord-américaine. Et vous voyez que la courbe du bas, femmes avec œstrogène, le risque de récidive quand on arrête le traitement anticoagulant après une phlébite embolie pulmonaire, il est voisin de 0, comme on l'avait avec les facteurs chirurgicaux provoqués majeurs. Donc voilà pourquoi on a reclassé la contraception progestative en facteur majeur. Et on a quelques données supplémentaires. Dans le fameux score R-Doutou, tout à l'heure, je vous en ai parlé, pour les femmes avant 50 ans, quand elles prennent des œstrogènes, le risque de récidive est de 1,4%. Quand elles thrombosent, même avant 50 ans, sans œstrogène, 3%. Vous voyez que le fait de thromboser sous pilule, si vous arrêtez la pilule quand vous arrêtez le traitement anticoagulant, ces femmes ne récidivent pas. Donc on les traitera de façon courte. On a, bien sûr, chaque fois que vous voulez faire de l'épidémie, on retourne sur le registre Rieté. Dans le registre Rieté, vous avez les femmes sous contraception, qui ont thrombosé sous contraception ou les thromboses qui surviennent après une chirurgie. Quand vous arrêtez le traitement, elles récidivent à la même fréquence, alors que les non provoquées récidivent 2 à 3 fois plus. C'est un autre argument pour vous dire que ces femmes qui ont thrombosé sous pilule ne récidivent pas. Et c'est ma dernière diapositive. Les recommandations aujourd'hui sont assez claires. Comme c'est un facteur déclenchant majeur, que le risque de récidive est faible, c'est une durée de traitement courte, pendant 3 à 6 mois maximum, et le traitement qu'on utilise en première intention, c'est un AOD pleine dose. Voilà, je vous remercie. Des questions? Lorsqu'on a une patiente qui est sous contraception œstroprogestative, que l'on met en place assez jeune, et lorsqu'il y a une rupture de ce traitement, est-ce que le fait qu'elle n'ait pas fait d'événements ou qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux, on peut lui reproposer cette contraception autour de la trentaine par exemple, ou est-ce que du fait de l'âge, il vaut mieux quand même s'abstenir et repartir vers un autre type de pilule? Alors, dans votre question, si elle l'a supporté à 20 ans, elle la supportera sans thromboser à 30 ans. D'accord. Même si le risque augmente et à un petit 40 ans, par exemple? Par Ou contre, est-ce que quand on passe justement l'âge de 40 ans, à ce moment-là, on s'abstient plutôt d'une œstroprogestative? vous rappelez, on va multiplier le risque par 2 avec l'âge, mais 2 fois rien, quoi. 2 fois 0, ça reste 0. Donc si elle a vraiment bien supporté au jeune âge, on peut éventuellement, si elle l'a supporté bien, lui reproposer la même pilule œstroprogestative. Alors pas les 3e générations. Pas les 3e générations. Faites très attention, c'est qu'entre 20 et 40 ans, elle a pu avoir dans sa famille des épisodes thrombotiques. Dans sa famille. Donc interrogez-la, parce que s'il y a eu des épisodes thrombotiques, là pour le coup, vous la contre-indiquez. Juste pour faire un peu le lien entre les deux présentations, et parce que là, du coup, je suis un peu perdu, je vous l'avoue. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, on a une femme qui vient de faire un événement thromboembolique veineux sous œstroprogestatif. En attendant de savoir quelle sera son autre contraception, et parce qu'elle est anticoagulée, tu laisserais le traitement avant de... Parce que le risque, c'est qu'elle tombe enceinte sous anticoagulant. Donc, elle ne doit pas le prendre au long cours, on doit l'arrêter. Mais là, en plus, les traitements sont de plus en plus... Les séjours sont courts, 2-3 jours, et puis après, les patients sortent. Qu'est-ce qu'on dit à cette jeune femme qui prenait la pilule jusqu'à hier et qui a fait une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire? Je suis ravi qu'Isabelle soit là, parce qu'on va pouvoir discuter. Justement, peut-être qu'Isabelle peut venir aussi te joindre et qu'on lance un peu la discussion, qu'on anime un petit peu les choses. Je vais répondre. Ce que Isabelle nous a raconté, c'est attention, c'est une femme qui, sous anticoagulant, fait des ménométroragies et elle propose une contraception œstroprogestative chez ces femmes qui font des ménométroragies. Jusqu'à maintenant, mais peut-être que tu vas me contredire, quand j'avais une femme qui thrombosait, comme moyen de contraception, je switchais d'une contraception œstroprogestative vers une contraception progestative orale ou avec un DU imprégné. Mais j'avais plutôt la tendance, et on était assez nombreux à le faire, je pense, à arrêter les œstrogènes, pas arrêter la contraception. Alors, je ne sais pas, tu as l'air... et en fait, la confusion venait peut-être de ça, mais je te laisse répondre. Non, mais on est complètement d'accord. Moi, le sujet que j'ai traité, c'est pas chez une patiente qui avait... c'est pas une thrombose forcément qui est récente. C'est une patiente qui n'est pas forcément thrombosée, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui saigne...
il faut rediscuter du dossier. Là, de quelle situation vous parlez exactement? Tout simplement, une patiente qui était sous EP, enfin sous œstroprogestatif, et qui fait une embolie pulmonaire. Oui. La question, c'est qu'on se dit, enfin, nous en cardiovasculaire, on va dire, souvent on dit bon, il faut arrêter, et puis après il faut passer à une autre contraception avec un avis gynéco. Pour être très pratique, c'est pas moi, je prescris pas des progestatifs en sortant en sortie de service. Donc, pardon. Effectivement, quelqu'un qui vient de thromboser, en général, on passe au progestatif pur. Et vous le faites aussitôt. En général, aussitôt après ce qu'on fait. Si la patiente, du coup, saigne sous anticoagulant, du coup, les arguments que je vous ai avancés, c'est que on peut remettre, en tout cas mettre, je sais pas ce qu'elle avait avant, une contraception avec des œstrogènes, ce qui permet de moins saigner et sous couvert d'anticoagulants, qu'elle ne court pas le risque de récidiver un événement veineux thromboembolique. Moi, je ne parlais pas de saigner, je parlais d'une patiente qui était sous œstroprogestatif et qui faisait l'embolie pulmonaire. C'est un peu ce que je te disais, on va faire clair. Tu thromboses sous pilule, tu arrêtes les œstrogènes. Si jamais elle arrête et tu mets une autre contraception progestative, si sous cette contraception progestative, ça se passe mal et que la patiente se met à saigner, tu pourras revenir aux œstrogènes. Mais le principe, c'est arrêter. Donc à ce moment-là, sous anticoagulant, long cours. Elles ont souvent, les femmes dont on parle là, c'est des ménorrhagies qui sont impressionnantes. Bien sûr, non mais... de petit spotting. D'accord. Et donc à ce moment-là, si tu repasses sous œstroprogestatif parce qu'elle saigne, bien sûr, oui, c'est dans le cas où on maintient le traitement anticoagulant au long cours. D'accord. Oui, Monsieur Laroche. Et une question après au fond de la salle aussi. Oui, j'avais une question en fait, parce que j'ai déjà eu le cas pour 2 patientes en fait, où elles avaient des antécédents familiaux de phlébite en fait, de 2e degré, c'était une tante en fait maternelle. Donc du coup, je les ai adressées en hémato, donc elles ont eu, avant de mise sous de contraception, un bilan de thrombophilie qui était négatif. Donc ils ont fait les trucs typiques que vous disiez, antithrombine 3, enfin protéine C, protéine S, etc. Donc c'était négatif, mais par contre, en fait, c'était un hémato-angiologue, donc lui, il m'a dit, même si le bilan de thrombophilie est négatif et que c'était quand même des antécédents familiaux de 2e degré, lui ne conseillerait pas une mise sous œstroprogestatif. La prudence, c'est si elle supporte un progestatif, ça vaut le coup d'essayer un progestatif. Si jamais c'est des contraceptions qu'elle ne supporte pas, à ce moment-là, on a déjà on parle de thrombophilie clinique significative. Et pour le moment, on n'a que les premiers degrés. Par contre, si vous me sortez 4 2e degrés avec une EP fatale chez une femme en âge de procréer, vous comprenez que je vous dirais non. C'était pas ça en fait, et le bilan était négatif. Donc du coup, j'étais bien embêtée parce que les patientes, elles avaient des spottings sous microprogestatif, elles ne voulaient pas mettre l'implant, donc du coup, j'étais très embêtée en fait. Donc je peux quand même... Dans la justification qu'ont les hémostasiens pour ceux qui continuent à faire des bilans de thrombophilie, c'est de se dire que si je ne trouve rien de sévère, que je trouve rien, je vais peut-être me permettre, il nous justifie le bilan de thrombophilie, de faire une contraception œstroprogestative si elle n'est pas supportée, de 1e ou 2e génération, mais certainement pas 3e ni... Merci. Et tu ne fais pas de distinguo dans la famille entre un épisode provoqué ou non provoqué? Tu vas quand même franchement tenir compte d'un non provoqué avant 50 ans, mais je te rappelle que maintenant, dans la famille, si tu trouves une thrombose sous contraception œstroprogestative, même si nous on les appelle provoqués majeurs aujourd'hui, quelqu'un qui a thrombosé sous pilule, tu ne vas pas mettre quelqu'un de sa famille sous pilule, quoi. Non, mais je parlais par exemple je sais pas, du chirurgical, quoi. La mère qui a fait une thrombose sous plâtre, on n'y tient pas compte pour dire que la fille elle est à risque. Mais quand même, moins de 50 ans fait tiquer, quoi. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le débat à la fin a fait office du take-home message.